C'est ici, au collège Christ-Roi de Bout, petite localité située à environ 84 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun, que tout a commencé. Nous sommes dans les années 1988-1989. La sœur Brigitte Mouloulou, alors membre de la congrégation des sœurs religieuses Filles de Marie, assure la fonction de directrice de ce collège. Très vite, elle est confrontée à un phénomène quelque peu étrange. Beaucoup d'élèves ne s'acquittent pas régulièrement de leurs frais de scolarité. Chaque fois que je faisais sortir les internes qui constituaient le plus grand nombre des élèves de l'établissement, il y a certains qui partaient pour toujours. Ils disaient que leurs parents sont très malades. D'autres qui revenaient carrément blanc. L'argent ne rentrait pas. J'ai pris un certain nombre d'enfants pour qu'ils m'accompagnent où habitaient leurs parents. Effectivement, j'ai trouvé des couples malades, certains couples en phase finale. Il y avait plus de 30 personnes couchées qui attendaient la mort. Et parmi ces personnes, j'avais certains des parents d'élèves. Je les ai amenés à l'hôpital. On les a consultés, on leur a donné les médicaments. Mais le docteur Freeman m'a dit que, ma soeur, tu sais, tous ces gens-là vont mourir. Il y a une nouvelle maladie qu'on appelle le sida. Il n'y a pas les médicaments. Ils vont mourir. En une seule année, on avait enregistré beaucoup d'orphelins. Et comme je suis partie dans les quartiers, j'ai vu la situation, je ne pouvais pas faire sortir ces enfants. J'ai eu l'idée de lancer des champs communautaires pour compenser la pension aux fruits que nous allons retirer des plantations du collège. Je me suis dit, voilà ces enfants que j'encadre au collège, eux, ils étudient gratuitement en travaillant pendant les vacances et les congés et les autres. Ça a fait un déclic. C'est là que j'ai décidé de m'occuper d'eux, de m'occuper des malades de sida et des orphelins de sida. J'ai vu au loin l'ampleur de la situation. La première personne ici au Cameroun qui a prononcé le nom orphelin de sida, c'était moi. Et tout le monde m'a pris comme une religieuse faux-folle. Elle n'est pas faux-folle. Elle vient juste de recevoir un appel intérieur, mais un appel difficile qui la place devant un dilemme. Rester au sein de sa congrégation, les Filles de Marie, ou se lancer dans sa nouvelle vocation, le volontariat aimant. Poussée par une ardeur passionnée, elle choisit finalement de s'occuper des malades et des orphelins du sida. Lorsque la sœur m'a fait part de ce projet, j'ai été frappé parce qu'elle, religieuse de cette époque-là, avait eu déjà à travailler selon les directives de ses supérieurs. Mais comment a-t-elle pu sentir la gravité du sida et l'importance qu'il y avait à s'occuper des orphelins du sida? Alors, je me suis dit, il y a là une intuition qui est vraiment remarquable. Intuition remarquable pour une cause noble. Sa résilience à toute épreuve, acquise dans le scoutisme, l'aide à sillonner, sans grande difficulté, les quartiers pauvres de Yaoundé, la capitale. Non seulement elle sensibilise sur les dangers et les conséquences du sida, mais aussi et surtout, elle soulage les malades et les orphelins de cette terrible pandémie. Et dans ce volontariat aimant, elle découvre l'horreur au superlatif. Des malades abandonnés, chassés du monde des hommes. Quand je pars rendre visite à la malade, qui est dans la même maison, qui est dans une chambre à côté, je leur demande comment va le malade. Ils me disent, depuis le matin, on n'est même pas parti là-bas parce que tout le monde avait peur. C'est moi qui leur annonçait même que tel malade qui est dans la chambre est déjà mort. Finalement, c'était déjà mon problème et j'étais obligée d'assister à chaque enterrement. C'est ainsi qu'un jour, nous sommes dans un enterrement
d'une femme. Son mari était déjà mort. L'enterrement fini. Tout le monde part. Un des plus petits vient me tenir par la bille comme ça, c'est comme ça. Elle m'a dit, maman, je vais venir avec vous. Quand les autres ont vu, ils sont venus autour de moi. J'ai regardé les gens pour voir qui va prendre ces enfants qui sont restés avec moi au bord de la tombe. La personne, tout le monde est parti. J'ai mis les enfants dans ma voiture. Nous sommes partis dans ma chambre. C'était en Coleton. Il n'y avait même pas de fenêtre. 2 semaines après, je suivais une malade. Quand j'arrive chez elle, parce qu'on lui a donné la chambre derrière la maison, une toute petite chambre, je frappe la porte, personne n'ouvre. Je pousse dans la porte. Je trouve que la maman est morte, mais elle était couchée avec son garçon, un garçon de 6 ans, qui ne savait même pas que sa mère est morte. Cette histoire m'a bouleversée. Je ne savais comment dire à l'enfant que maman n'est plus. Je l'ai réveillée doucement. Je lui dis, allons au centre. Elle appelle maman. Maman, je lui dis que non, maman dort. Allons. Je l'ai portée dans ma voiture. Je l'ai amenée dans ma chambre. Voilà le 5e enfant. Et je suis revenue m'occuper du corps. J'ai commencé donc avec 16 enfants dans ma chambre. Une petite chambre sans fenêtre. Malgré tout, la sœur ne se décourage pas. Elle poursuit imperturbablement son nouvel apostolat. En plus de s'occuper des malades et des orphelins du sida dans les quartiers, elle prend part aux réunions et séminaires sur la terrible pandémie. Et un jour, un volontaire expatrié lui rend visite et découvre Éberlué, le KGB, dans lequel elle vit avec ses orphelins. La sœur, c'est ici que tu vis avec ces enfants-là, avec toutes ces odeurs-là. Tu sais, il y a les plus. J'ai dit, c'est comme ça que je vis. Il m'a dit que ce n'est pas sain de vivre avec les enfants dans une petite chambre comme ça. Et ce n'est même pas bien pour moi-même. Il m'a dit, moi-même, je n'ai pas l'argent. Moi aussi, je suis salarié. Mais est-ce que tu ne peux pas bâtir une petite maison même en planche? J'ai dit, je peux le faire. Il m'a donné un peu d'argent. C'est comme ça que commence donc le centre d'accueil. Le rêve de la sœur commence à devenir réalité. Il faut légaliser la structure et lui trouver un nom de baptême. Comme c'est très souvent le cas, les idées s'opposent et se superposent. Finalement, ce sera le centre d'accueil de l'espoir. Au fil des ans, la demande devient de plus en plus pressante, au point où la religieuse ne sait plus à quel saint se vouer. Elle découvre alors la difficulté qu'il y a à mendier pour les autres. J'ai fait beaucoup de demandes. Mes demandes n'aboutissaient pas. J'ai dit il faut que je m'adresse aux Caritas européennes. C'est comme ça que le père Jean-Claude Souette, il était procureur à la procure ici à Yaoundé. Lui aussi, il a été au courant de ce que je faisais au quartier. Il m'a dit, si tu restes ici au Cameroun, tu écris des lettres, des demandes d'aide, tu n'auras rien. Il faut que tu te déplaces, que tu ailles en Europe. Toi-même, tu frappes aux portes des organismes. Je vais t'aider à payer le billet d'avion. Si tes démarches aboutissent, tu me rembourses l'argent. Il m'a dit comment faire. C'est comme ça que j'ai donc commencé à voyager. Et dans mes voyages-là, j'ai rencontré un prêtre spiritain, le père Friou, lui-Marie, à Paris. Il me dit, est-ce que tu peux me montrer tes projets? Je lui ai montré les projets. Entre autres, il me dit donc que quand je vais venir là-bas, moi je suis missionnaire en Centrafrique. Comme je vais aller en Centrafrique, je vais m'arrêter au Cameroun pour voir ce que tu fais. Effectivement, il est venu. Il me dit, où sont tes bureaux? Je lui dis que moi, je n'ai pas de bureau. Il rit, il dit non.
Quand tu fondes une association, la première chose, c'est d'avoir une adresse. Il me dit, demande même un vieux garage. Tu arrives si on te donne un vieux garage, mets ta petite table, mets ta chaise et tu écris les centres d'accueil de l'espoir. C'est ça, avoir l'adresse. J'ai loué 2 petites chambres à Dakar pour faire les bureaux. Une petite chambre, c'était pour exposer les documents, mon matériel éducatif et tout. L'autre petite chambre, c'était pour accueillir les personnes séropositives, les enfants et les gens qui veulent venir me voir. Il y a encore des écritures qui finissent déjà sur cette clôture, écrit les centres d'accueil de l'espoir. Entre-temps, le père Friou m'appelle. Il me dit, ça m'a fait pitié quand j'étais là-bas au Cameroun. Je connais un organisme qui aide. On l'appelle Pro-Victimis. Je vais faire un projet pour toi. Je te conseille de trouver des vieux bâtiments quelque part qu'on peut rénover. C'est ainsi que j'ai trouvé les vieux bâtiments là où nous sommes. Alors, le projet a abouti, pas pour les constructions, comme on a filmé ces vieux bâtisses-là, on a envoyé ça en Suisse. Pro-Victimis a accepté de rénover. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées au Cameroun, le sida continue de faire des ravages. Alertée, une équipe de journalistes allemands et suisses décide d'enquêter dans les quartiers pauvres de Yaoundé. J'ai rencontré le ministre Moné Kosso. Il me dit, ma soeur, j'ai entre mes mains des Suisses allemands, des journalistes qui veulent marcher dans les quartiers pour voir comment la lutte contre le sida se passe au Cameroun. Et personne ne peut le faire, mais on m'a dit que c'est toi qui peux le faire. Il me dit alors, ces Suisses allemands, ils ont dit qu'ils aimeraient que le matin, ils marchent avec quelqu'un jusqu'à la fin de la journée et ils font comme ça une semaine. Je lui ai dit, même s'il faut marcher dans les quartiers pendant un mois, je peux le faire avec eux. On partait le matin à 8 heures, on revenait vers les 20 heures. Quand les gens ont marché 3 jours, ils étaient fatigués, ils m'ont dit que ça va, ça suffit comme ça. Quelques semaines plus tard, le film sur la lutte contre le sida dans les quartiers pauvres de Yaoundé est diffusé dans une chaîne de télévision suisse. Le feedback est positif et les retombées immédiates, répercutées à la sœur par un père bénédictin du monastère du Mont Fébé de Yaoundé. Ma sœur, j'ai une petite chose pour toi, une petite enveloppe. Il y a une dame suisse qui vous a envoyé cet argent. Et la dame suisse l'a dit, quand tu iras encore en Europe, tu pars la voir. Quand il me donne l'enveloppe, c'était une somme de 800 000. Quelle a été ma joie. J'avais de quoi acheter la nourriture aux enfants et de régler les petits problèmes. L'appétit venant en mangeant, la sœur Brigitte Mewoulou entreprend un voyage dit de récolte en Europe. Occasion pour elle de faire la connaissance de la donatrice suisse dans la principauté du Liechtenstein. Elle m'a bien accueilli. Elle me dit, on a montré vos images à 1 heure du matin ici. Quand on a dit ça aux informations qu'on va montrer comment une religieuse noire, africaine, camerounaise travaille dans les quartiers de Yaoundé. Et on a donné l'heure. J'ai dit, je veux regarder cette émission. Et non seulement je l'ai regardée, j'ai copié. Elle me dit donc que j'ai travaillé dans un petit organisme. On va aller les voir. On a projeté ça. Tous les gens sont venus voir. Si par exemple, comme je suis là et que les gens d'ici sachent mon état, connaissent bien mon état, il fallait voir comment ils devaient déjà chanter ici. Oh, sida partout. Ils m'ont demandé, du coup là, qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai dit, Fulani, il n'y a pas d'eau. Il me dit, donc vous voulez un forage? J'ai dit oui. Ils m'ont demandé, le forage, c'est combien? En ce temps-là, les forages, c'était 15 millions. Je leur ai dit 10 millions.
Ils ont signé le chèque directement là, séance tenante. Le même jour, la femme l'a dit, nous partons voir notre vicaire général. On a projeté les images. Le vicaire général a vu des petits baptistes, de rien du tout. Il a dit, je vois que les enfants là sont mal logés. Il m'a demandé, est-ce que tu as le projet pour la construction du centre? Je lui donne le projet. Il me dit, ça c'est un gros projet. Je vais demander un partenariat avec Monsieur Allemagne et je vais aussi chercher un autre bailleur pour qu'on construise le bâtiment. Ils ont trouvé la première tranche. Ils ont donc fait les grosses œuvres de ce bâtiment. En mois de décembre, le bâtiment-ci est à terre. Je me suis assise ici sur la cour parce que je n'avais pas de mots. Je vois la porte qui s'ouvre. C'est qui? Un Suisse qu'on appelle Eric Linder. Avec d'autres, 3 autres Suisses. Ils sont à 4. Il me dit, la sœur, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? J'ai commencé seulement à verser les larmes. Je leur montre la maison. Il me dit, ma sœur, tu es vraiment une personne bénie de Dieu. Nous avons beaucoup d'argent dans notre compte association. C'est comme ça que les Suisses là construisent le rez-de-chaussée et le premier niveau. Au bout du compte, et malgré les difficultés rencontrées, sœur Brigitte Mouloulou semble satisfaite d'avoir fait, il y a plus de 30 ans, le choix du don de soi au profit de ceux et celles à qui la vie a presque tout refusé. Tant qu'on ne fait pas sortir, on ne fait pas sauter cette honte, on ne peut pas avoir de bons résultats. Avec un ego mesuré, elle a su se donner à elle-même seulement un quart de ses préoccupations et les 3 autres quarts pour la réussite de ses enfants, orphelins du sida ou vulnérables sur qui, à vrai dire, personne n'a osé miser. Avec les mains nues et une audace naïve, elle a déclaré la guerre au sida et à la misère physique et morale, la seule guerre légitime qui vaut la peine d'être menée. Tous ces membres que vous voyez sont arrivés ici dans cette usine à émotions, à l'âge où les enfants croient encore au Père Noël. Ce peuple immense des j'ai faim et de ventre à drame est en majorité issu de familles sans pain ni rien. Ici, la vie leur propose un autre arôme, celui de l'amour auquel tous les enfants de leur âge aspirent et ont droit. Tous les jours que Dieu a créés, les encadreurs, dévoués et déterminés, tentent de guérir en eux des cicatrices profondes et parfois répétitives que le sida et la vie leur ont laissées. Ils essaient de recoller chez eux des passés, parfois durs et tristes. Ils sèment en eux la graine de l'amour pour jouer ensemble, manger ensemble, se lever ensemble, étudier ensemble, prier ensemble. Chaque fois que j'arrive ici, je suis en admiration de voir le développement qu'a pris cette structure du centre d'accueil de l'espoir. Au plan infrastructurel, c'est évident. Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé qu'il y aurait ici un bâtiment de 3 niveaux. Mais bien mieux, le travail même qui se fait pour accueillir les orphelins du sida, garçons et filles, pour les accompagner, pour travailler à leur insertion sociale, c'est admirable. Pour des besoins d'efficacité, la sœur Brigitte Mouloulou décide de s'attaquer à tous les volets de la lutte contre le sida au Cameroun,
La structure initiale éclate alors en 3 démembrements. Le premier, c'est le centre d'accueil temporaire de l'espoir des Foulanes à Yaoundé. Il a pour mission d'abord d'accueillir les orphelins du sida et les enfants vulnérables. Ensuite, procéder à leur réinsertion sociale ou insertion socio-professionnelle. Le deuxième démembrement s'occupe non seulement de sélectionner les enfants en difficulté pour une éventuelle prise en charge partielle ou totale au centre d'accueil temporaire, mais aussi de l'éducation et de la sensibilisation sur le sida dans les quartiers pauvres de Yaoundé. Troisième et dernier démembrement, c'est le CEPAS, le Centre des activités socio-économiques situé en Kouaban, une banlieue proche de Yaoundé. Les jeunes âgés de 18 à 32 ans, devenus très tôt chefs de famille, reçoivent ici une formation dans les métiers agro-silvo-pastoraux. Conséquence directe de ces 3 démembrements, la structure change de dénomination et devient Association des centres d'accueil de l'espoir. Une association reconnue d'utilité publique au Cameroun et qui jouit du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Il faut préciser ici que le bilan jusque-là, jugé positif de ce volontariat aimant, est le résultat d'une œuvre collective. On a tenu bon. Le conseil d'administration, le comité technique, la direction générale et les membres, les gens qui travaillent avec nous, on a tenu bon. Pendant 30 ans, les enfants que nous avons eus ici au centre qui sont venus, qui avaient 5 ans, 12 ans, 9 ans, aujourd'hui, il y a beaucoup qu'on a réinsérés. Il y a même ceux qui sont des fonctionnaires en A2 aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont appris un métier et qui sont installés chez eux. Mais avec la conjoncture actuelle, parce que nous vivons ce que les familles vivent aussi, on se retrouve avec beaucoup aujourd'hui qui sont des diplômés de l'enseignement supérieur qui n'ont pas de travail. On leur demande même de se reconvertir. Bien sûr, ils se reconvertissent, mais pour s'installer, ils n'ont pas d'appui pour s'installer. Et au niveau des Caritas européennes, ils nous disent carrément qu'ils n'ont plus d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer. La sœur Brigitte Mouloulou n'est pas le genre à blasphémer son destin. Alors, la belle aventure, la grande aventure va continuer. Surtout que la moisson est abondante. À ce jour, plus de 1000 enfants ont trouvé leur bonheur au centre d'accueil de l'espoir de Yaoundé. Et ces enfants n'ont jamais oublié celles et ceux qui leur ont tendu la main au moment où ils en avaient le plus besoin. Je suis arrivé au centre, j'avais 14 ans, je faisais le complémentaire 1. On m'a mis à l'école, on m'a payé la formation. Je tiens vraiment à remercier Arvan pour ce qu'elle fait pour nous, parce qu'elle nous a vraiment beaucoup aidé dans la vie. Je suis au niveau 3 à l'université de Yaoundé 1 parce que je suis en cycle licence. Le centre d'accueil de l'espoir est un lieu où vraiment on retrouve tout ce dont nous avons besoin. Les éducants s'occupent de nous normalement, ils s'occupent de nous comme leurs propres enfants. Je suis en niveau 1 à l'université de Mouakene en filière biosciences. Donc, depuis que je suis au centre, le centre m'aide vraiment beaucoup. Et je dis merci à la révérende sœur car elle a beaucoup fait pour moi. Depuis 2009, le centre m'a soutenu, que ce soit de façon morale, que ce soit de côté matériel. Sur le plan académique, d'abord, j'ai fait sciences biomédicales, donc j'ai un master en santé publique. Sans les centres d'accueil, je n'aurais pas pu percer facilement. La sœur a décidé de me prendre en charge sur le plan scolaire. Elle a donc payé mes études, la classe de seconde, jusqu'à, je peux dire, à l'université. Et je ne peux que remercier la sœur pour tout ça. Et remercier également le bon Dieu qui l'a placé sur mon chemin. J'ai été encadrée au centre d'accueil de l'espoir et Foulane depuis l'âge de 9 ans. Vraiment, j'ai reçu une éducation qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. J'ai choisi vraiment ma vocation, une profession qui
où je peux vraiment m'exprimer. Comme vous avez pu constater, c'est un institut de beauté, donc je suis esthéticienne cosmétologue. Et vraiment, grâce à mon mari qui est ici communicateur d'entreprise, cette société a évolué et j'espère qu'elle évoluera encore plus. Je suis maman, je suis une épouse et j'ai une entreprise. Elle a toutes les valeurs qu'incarne la femme. Au-delà de la beauté physique, il y a la beauté intérieure également qui compte. Donc elle a toutes ces valeurs-là et par-dessus tout la crainte de Dieu. Et c'est ça le plus important. Je pense que c'est ce qui m'a le plus attaché à elle. Vraiment, je vais dire merci à la sœur Brigitte Mouroulou. Je remercie tous les partenaires qui nous ont soutenus. Je remercie d'abord la Fondation Partage Luxembourg qui nous soutient depuis près de 30 ans, ainsi que les amis du Luxembourg. Je remercie Caritas Italienne et toutes les autres Caritas européennes, ainsi que la conférence épiscopale italienne. Je remercie surtout aussi la congrégation des Pères du Saint-Esprit qui nous a accompagnés dès les premières heures de la naissance de cette œuvre. Je remercie le Père Louis-Marie Friou et tous ses confrères qui ne nous ont jamais lâchés. Les partenaires, il y en a eu. Je pense à Pro Victimis, je pense à Action des Trois Rois en Allemagne, je pense à Monsieur Allemagne, Monsieur Aachen, Monsieur Munich, le vicariat de Munich et le vicariat de Liechtenstein. Vous n'avez pas à me dire merci. Je le fais pour le bon Dieu. Et elle, lui, on le fait pour le bon Dieu. Ça, c'est clair. C'est pas maintenant que vous devez être là sur vos genoux. Merci, merci, monsieur. Vous êtes grand, monsieur. Non, ça, c'est pas le cas. Mais quand même, nous ferons des efforts. Et on demande de votre part de faire des efforts. Promis. Encore une tape. Ok, c'est bon. Je lance un appel vibrant pour que les partenaires viennent se joindre à nous pour soutenir les enfants qui ont toujours besoin d'aide. Pour un monde bien meilleur, nous chantons dans la nuit. 1001 chansons d'amour en attendant le jour où ensemble, oui, la main dans la main, nous lutterions pour un meilleur demain, croyez-nous. Ensemble nous pourrions faire harmonie, et comme un arc-en-ciel qui décore le jour, mixer toutes les couleurs du monde ici et chanter la plus belle des mélodies, l'amour.